Savez-vous de quels organismes dispose l'État pour élaborer ses politiques de santé et surtout pour l'adapter aux problématiques et spécificités locales ? Bonjour à toutes et tous, eh bien écoutez, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ces causeries de la santé. Alors nous allons inaugurer une nouvelle collection avec la santé publique dont nous découvrons aujourd'hui le premier volet consacré à l'observation de la santé à La Réunion avec ses enjeux et son évolution en compagnie du docteur Emmanuelle Rachou. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, écoutez, d'abord, je vous remercie d'être présente et je vous demande d'abord, qui êtes-vous ? Alors, je suis médecin de santé publique de formation, directrice de l'Observatoire régional de la santé. Donc, Observatoire régional de la santé où je travaille depuis longtemps, depuis 1999. Observatoire de la santé à La Réunion. À La Réunion, bien sûr. Pardon. Voilà. Alors, dites-moi déjà... Qu'est-ce qu'un observatoire régional de santé ? Alors d'abord, il faut définir l'observation de la santé. Donc l'observation de la santé, c'est désigne toute expertise qui va contribuer sur des bases scientifiques à analyser l'état de santé d'une population, ses déterminants et leur évolution. Et donc, les observatoires régionaux de la santé sont des structures qui ont pour mission d'observer la santé, donc de documenter l'état de la santé de la population régionale, voire à des échelles infrarégionales, dans un objectif d'aide à la décision. Et pourquoi on observe la santé ? Alors, en santé publique, on s'intéresse à la santé de la population et on va chercher à améliorer, protéger la santé de cette population par la mise en place d'actions, de programmes ou de politiques. Et donc, on va avoir un raisonnement pour pouvoir mettre en place ces actions, ces programmes ou ces politiques, un raisonnement qu'on appelle la démarche de santé publique et qui est une démarche classique. On va d'abord faire un état des lieux de la situation, un diagnostic, dégager des priorités et des objectifs d'action. On va ensuite décider de quelles actions, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en œuvre, qui on va mobiliser, les moyens à mettre en œuvre. On va le mettre en œuvre et puis on l'évalue. Comme un clinicien au lit d'un patient, on fait le diagnostic, on regarde qu'est-ce qu'il a le patient, on décide de ce qu'on va devoir mettre en place, on met en place un traitement, une opération, et puis on regarde si ça a marché, s'il va mieux ou pas. Et donc l'observation de la santé, elle contribue vraiment à cette étape de diagnostic, d'état des lieux de diagnostic de la santé. D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu plus précisément du champ de la santé, des disciplines qui sont mobilisées autour de cette observation de la santé. Alors, du coup, quand on parle de santé des populations... On parle de l'OMS plus particulièrement. Alors, il y a une définition. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions de la santé, mais la définition classique, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'état de complet bien-être physique, mental et social. Et donc, quand on va raisonner en termes de santé publique, on va bien sûr raisonner sur la santé globale des populations. Donc, on ne va pas parler uniquement de pathologie. Et on s'intéresse aussi aux déterminants de la santé. Les déterminants, ça va être tous les facteurs qui vont avoir une influence sur la santé de la population. Donc ce sont des facteurs multiples qui bien souvent interagissent entre eux. Donc il y en a beaucoup, il y a aussi plusieurs façons de les classer. Mais classiquement, vous avez tous les facteurs d'abord qui sont des facteurs, alors on parle de population, mais on va parler de facteurs individuels. L'âge, le sexe, la génétique, ça va avoir une influence sur la santé. Mais aussi l'environnement physique, écologique, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, l'environnement socio-économique, les conditions de vie. Quand on a des conditions de vie difficiles, on comprend bien qu'on aura plus de difficultés par rapport à la santé. Dans les déterminants, on a aussi tout ce qui est mode de vie individuel, les comportements, le fait de pratiquer une activité physique, le fait de consommer du tabac, par exemple. L'organisation des systèmes de santé, ça va jouer sur la santé d'une population. Et puis, bien sûr, plein d'autres facteurs qui sont les facteurs socioculturels, les facteurs géographiques. Tout bêtement, le fait d'être une île subtropicale avec un climat chaud et humide, ça va avoir une influence sur la santé des populations.
Oui, oui, alors donc vraiment, comme on le voit là, comme on l'a vu dans le préambule de la Constitution de l'OMS, effectivement, la santé, c'est vraiment quelque chose de complet. Hein. On n'aborde pas seulement l'aspect physique, mental, mais on aborde aussi l'aspect social, sociétal, et pas seulement juste l'absence de maladie. Alors, effectivement, alors comment justement vous utilisez un certain nombre de données pour mobiliser tout cela. Alors comment obtient-on ces données? Alors, on va devoir mobiliser plusieurs disciplines et plusieurs méthodologies. Hein, comme un professionnel au lit du patient, il va interroger son patient, on va lui demander qu'est-ce qui se passe, on va l'examiner, le palper, on va lui faire passer des examens complémentaires, on va peut-être demander l'avis d'un autre collègue, on va se réunir. Donc, de la même façon, pour faire, dans l'idéal, hein, un diagnostic en santé publique, on va devoir s'appuyer sur des démarches multiples. Alors, on va d'abord faire des recherches et des analyses documentaires et analyser l'existant, hein, parce qu'il y a déjà des données qui sont produites sur la santé. Une autre source très importante d'information, c'est l'exploitation de ce qu'on appelle des systèmes d'information, c'est-à-dire ce sont des données qui vont exister en continu. Donc on parle par exemple des données de l'assurance maladie, des statistiques de décès qui sont des données dont on dispose de façon continue. Et donc on va aller exploiter ces sources d'information, toujours dans le respect, bien sûr, de la confidentialité, et produire des indicateurs qu'on va pouvoir aussi suivre dans le temps, qu'on va pouvoir comparer d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Et donc, ces indicateurs, comme par exemple le taux de diabète traité, par exemple, est un indicateur qu'on obtient à partir des systèmes d'information. Bien sûr, ces données-là, elles sont toujours un peu limitées. On n'aura pas forcément des informations sur tout ce qu'on veut savoir. Et donc, on va devoir aussi mettre en place des enquêtes spécifiques, soit en interrogeant directement la population. Donc là, ce sont des enquêtes dont vous entendez parler, hein, des enquêtes auprès d'échantillons représentatifs de la population, que ce soit... alors, en 2001, à La Réunion, il y a eu la grande enquête REDIA, qui était l'enquête qui avait permis de mesurer la prévalence du diabète. Et pourquoi on va auprès de la population? Puisqu'on va les interroger sur est-ce qu'ils ont le diabète ou pas, mais aussi cette enquête avait permis de faire des analyses, et on avait aussi mesuré le diabète non connu par les patients. Donc c'est en allant faire des enquêtes qu'on peut avoir des informations qu'on n'aura pas par des systèmes d'information classiques. On peut aussi interroger des personnes ressources, ça peut être des enquêtes auprès des professionnels de santé, auprès des aidants, donc tout un panel d'études en fonction de ce qu'on cherche, bien sûr. Et puis il y a aussi des méthodes d'observation de terrain qui permettent de faire remonter des informations. Et toutes ces informations, elles sont issues de disciplines complémentaires. C'est vrai que la discipline clé, c'est l'épidémiologie et les statistiques. Hein. Quand on va bidouiller les données dans les systèmes de santé, ça va être plutôt des méthodes statistiques. Quand on interroge la population, par exemple, sur des représentations au sujet d'un risque ou d'une maladie, on va plutôt mobiliser de la sociologie, de l'anthropologie. Et donc, toutes ces analyses croisées vont nous permettre d'avoir une vision d'une problématique de santé. Et donc, on va à la fois avoir des indicateurs de l'état de santé, donc on va mesurer, c'est ce qu'on disait, hein, alors les maladies, la morbidité, la mortalité, qui donnent une vision indirecte de la santé, mais aussi des informations en complément sur l'offre de santé, les comportements, le contexte socio-économique et la démographie d'une population. D'accord. Alors, donc maintenant, on va aborder un petit peu plus particulièrement, on voit bien que c'est un champ très vaste qui fait appel à de nombreuses disciplines. On va aborder un petit peu les acteurs même de l'observation de la santé. Alors, les acteurs de l'observation de la santé au sens large, au sens que j'ai dit tout à l'heure d'une expertise, ils sont multiples. On a bien vu, c'est multiple au sens des fois des disciplines. Donc, vous avez aussi des acteurs qui vont être spécialisés sur une thématique. Vous allez avoir des acteurs qui sont au niveau national, d'autres au niveau régional. Donc au niveau national, il y en a des multiples, donc comme Santé publique France,
Il y a aussi différentes agences créées par l'État, comme par exemple l'INCa qui travaille sur les cancers. Mais vous avez, alors je vais donner beaucoup de sigles, mais vous alors l'INCa, l'Institut national sur les cancers. Pardon. L'INSERM, l'IRDES qui travaille sur un volet plutôt économie de la santé. Vous avez l'INSEE, l'INED qui travaille sur la démographie. Vous avez des structures comme l'Observatoire national de l'enfance en danger, l'Observatoire national du suicide, enfin, beaucoup de structures qui vont travailler sur l'observation de la santé. Et puis, au niveau régional, d'autres dispositifs, alors, les observatoires régionaux de la santé, mais vous avez aussi les services statistiques des agences régionales de santé, vous avez des cellules de recherche régionales. Donc, là, avoir beaucoup d'observateurs, c'est bien, mais après, il faut arriver aussi, et c'est tout l'enjeu, d'arriver à travailler en complémentarité, chacun dans son champ, dans ses disciplines, et d'arriver à croiser tous ces regards. Et je dirais que la force des observatoires régionaux de la santé, c'est leur ancrage territorial qui permet de travailler directement avec les acteurs du terrain, d'écouter les besoins de connaissances ou d'observation, et vraiment voilà, d'être au plus proche des acteurs du terrain à l'échelle régionale. Oui, alors ça justement, on va aborder maintenant les observatoires régionaux de santé. Alors, vous allez un petit peu nous expliquer quand ils sont apparus et puis est-ce qu'ils existent dans toutes les régions de France, etc. Oui. Alors je vous laisse à présent nous montrer, vous avez une petite carte pour cela. Alors, les observatoires régionaux de la santé, alors je ne dirais pas que nous sommes de vieilles structures, c'est pas, le mot n'est pas adéquat, mais ont été créés dans les années 80, dans le cadre des lois de décentralisation, devant le constat qu'il manquait de données à l'échelle régionale pour élaborer des politiques de santé à l'échelle régionale. Et donc, leur création avait pour vocation de pouvoir rassembler et de mettre à disposition des données à l'échelle régionale. Donc actuellement, les ORS sont portés à 2 exceptions près par des associations loi 1901. Donc il y a 17 observatoires régionaux de la santé et qui sont membres de la Fédération nationale des observations régionaux de la santé, puisque nous sommes fédérés à travers une fédération. Cette fédération, elle a pour rôle d'organiser notre travail ensemble, de faire vivre notre réseau, de mutualiser nos outils et de nous représenter au niveau national. Et les ORS, c'est plus de 4000 études publiées depuis leur création, actuellement plus de 200 collaborateurs, en sachant aussi que la richesse des ORS, c'est la diversité, la pluridisciplinarité des équipes. Donc, comme je dis, pour faire de l'observation, il faut plusieurs disciplines, et dans les ORS, vous allez trouver des médecins de santé publique, d'autres professionnels de santé ou paramédicaux, vous allez trouver des démographes, des sociologues, des statisticiens, je les oublie, pardon, des webmasters, des documentalistes, bien sûr du personnel administratif. Et chaque ORS va avoir un fonctionnement qui lui est propre. Alors, nos méthodes sont communes, mais les compositions des équipes où les thématiques clés sur lesquelles nous travaillons sont vraiment spécifiques aux régions. Et ça traduit vraiment notre histoire. Donc chaque ORS s'adapte aux réalités, aux priorités régionales de son territoire. Et donc vous allez avoir des ORS qui vont, par exemple l'ORS Île-de-France a beaucoup travaillé sur l'environnement. L'ORS Bretagne sur le suicide, l'ORS Occitanie beaucoup travaillé sur le vieillissement. Donc voilà, chaque ORS va s'adapter aux réalités, aux priorités de son territoire. Alors justement, sur notre territoire, La Réunion, on va parler un petit peu de l'ORS de La Réunion. Quelle est son histoire, quand a été créée cette ORS? Et puis ensuite, on évoquera son fonctionnement et ses activités. Alors, l'ORS de La Réunion est une structure, comme les autres ORS, donc comme je dis, à 2 exceptions près, associative, donc à but non lucratif, et a été créée dans les années 83 avec sa première assemblée générale constitutive en 1994. En 2015, nous avons connu un virage important dans notre histoire, puisque, compte tenu du contexte de l'océan Indien, et à la demande de l'Agence régionale de santé, qui était une ARS Océan Indien, nous sommes devenus observatoire régional de la santé Océan Indien. Le but étant de pouvoir aussi mettre en place une observation de la santé à Mayotte.
Donc nous avons travaillé à Mayotte et contribué à la mise en place et la création d'un observatoire spécifique pour Mayotte. Et en 2021, nous sommes redevenus Observatoire régional de la santé de La Réunion, puisque maintenant il y a un observatoire à Mayotte, indépendant comme tous les autres ORS. En fait, vous avez fait une sorte d'incubation de cet observatoire régional. Et donc l'ORS Mayotte est le tout dernier ORS à rejoindre la fédération des ORS. Donc nous sommes une association loi 1901, donc avec un conseil d'administration composé de 12 membres. Alors c'est vrai que les ORS sont donc des associations, ce qui permet d'avoir dans les conseils d'administration des personnalités issues de la société civile qui vont représenter un peu tous ces champs de la santé publique. Donc 12 membres dans notre conseil d'administration et la présidente actuelle est le docteur Irène Stojik, qui est médecin du travail. Le fonctionnement d'un ORS, ce qui est important et fondamental, c'est un fonctionnement en réseau. Un réseau avec les autres ORS, bien sûr, mais un réseau avec les partenaires locaux. Sans les partenaires locaux, un observatoire, il ne peut pas fonctionner. D'une part, cet ancrage territorial permet, d'une part, en travaillant avec les acteurs locaux, de faire remonter des besoins d'observation, de valider aussi nos données. Si on a un indicateur, il faut le faire un peu parler. Est-ce que ça correspond quand même à la réalité du terrain ? Les partenaires, ce sont des partenaires qui peuvent être des partenaires financiers, mais aussi des partenaires techniques, puisque il s'agit de mettre à disposition, de partager des données et de relayer nos données. Et pour continuer, l'Observatoire régional de la santé est financé en grande partie par l'Agence régionale de la santé, dans le cadre d'une subvention qui nous commande un programme d'observation en lien avec les priorités, et puis dans le cadre d'études spécifiques par ailleurs. D'accord. Alors en fait, on voit bien la position clé des observatoires régionaux de santé qui se trouvent finalement au carrefour d'un ensemble d'émetteurs de données, etc., de façon à pouvoir faire ressortir les grands axes de cette observation et les spécificités. Oui. On garde la philosophie de la création dans les années 80 des ORS, qui avait pour mission d'analyser, de rassembler et de diffuser les données existantes, les données de santé. Et alors on voit bien, même en 2024, c'est la même chose que dans les années 80. Il y a des données qui existent, il y a beaucoup d'acteurs qui produisent des données. Mais souvent, ces données, elles sont un peu éparses. Et donc, l'idée, c'est de les rassembler et de les faire parler, de les valider avec les acteurs. Donc ça, c'est la force des ORS. Alors, j'ai pas dit un mot de notre équipe quand même. Je vous en prie. Donc, ORS, conseil d'administration, administrateur, et puis une équipe, comme tous les ORS, équipe multidisciplinaire. Donc actuellement, nous sommes 10, avec une secrétaire comptable, une documentaliste, des chargés d'études qui sont démographes, statisticiens, et puis et moi-même qui suis médecin de santé publique. On voit bien une équipe vraiment pluridisciplinaire. Il faut dire que bien les enjeux et l'évolution de la santé, de l'observation en tout cas de la santé à La Réunion, sont nombreux et c'est important d'avoir cette multidisciplinarité. Oui, et cette multidisciplinarité permet aussi une veille et une analyse un petit peu des évolutions de la santé et des enjeux actuels à venir qui nous attendent. Alors, on va voir justement, là, on va aborder plus particulièrement tout ce qui concerne La Réunion et ses spécificités locales et en parlant un petit peu de la situation de la santé, de son évolution sur notre territoire. Et oui, j'ai dit que nous sommes des structures anciennes, donc on observe la santé depuis un petit moment, et donc ça permet quand même d'avoir un retour, une vision, un recul sur la santé. Alors, si on parle de la santé à La Réunion, et comme partout quand même dans l'Hexagone, la santé s'améliore.
Alors, elle s'améliore. Comment on le mesure ? On le mesure à l'augmentation de l'espérance de vie. Et c'est toujours intéressant de voir d'où on vient. Alors, dans les années 50, il n'y avait pas d'observatoire régional de la santé, mais néanmoins, on a les données qui sont produites par l'INSEE. Donc, toutes les données sur l'espérance de vie sont fournies par l'INSEE. Et donc là, sur le graphique, vous avez l'évolution de l'espérance de vie à La Réunion et en métropole depuis les années 50. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on part... donc, les courbes de La Réunion sont les courbes pleines. Donc, vous voyez que notre espérance de vie, elle était déjà très inférieure à celle de la métropole. Donc, dans les années 50, l'espérance de vie à La Réunion, elle était de 54 ans pour les femmes et de 47 ans pour les hommes. En 2022, alors le graphique s'arrête à 2015, mais les données de 2022, l'espérance de vie, elle est de 83 ans pour les femmes à La Réunion et de 77 ans pour les hommes à La Réunion. Alors, l'INSEE observe quand même un petit recul entre 2020 et 2022 de l'espérance de vie. Néanmoins, on voit qu'on a énormément progressé et que notre courbe, elle est très rapide. On observe toujours le différentiel homme-femme, et ce différentiel homme-femme, il s'observe à la fois dans l'Hexagone et à la fois à La Réunion. Mais cette augmentation de l'espérance de vie, elle traduit clairement une amélioration de la santé. Un autre indicateur clé pour mesurer l'état de santé d'une population, c'est le taux de mortalité infantile. Le taux de mortalité infantile, c'est le nombre de décès d'enfants rapportés à 1000 naissances vivantes au cours de la première année de vie. Bon, c'est un indicateur pas très gai, mais qui traduit à la fois tous les efforts sanitaires et les conditions de vie. Et là, de la même façon, on voit que dans les années 50, cette espérance de vie à La Réunion, c'est la courbe orange, était de... cette espérance de vie. Le taux de mortalité infantile était de 165 pour 1000. C'est-à-dire, pour 1000 naissances vivantes, 165 enfants décédés avant l'âge de 1 an. En métropole, sur la même période, on était à 50 pour 1000. Cette espérance de vie, j'y tiens, mon espérance de vie. La mortalité infantile a fortement chuté. Vous voyez que la courbe, même s'il y a des petits accidents, la courbe est vraiment descendante et elle descend très rapidement. Et depuis, on va dire, une vingtaine d'années, malgré tout, elle ne baisse plus et on reste quand même à des taux qui sont supérieurs aux taux métropolitains. On est à 6,7 pour 1000 et en métropole, ils sont autour de 3,9 pour 1000. Oui, on voit bien que là, on se rapproche, même si on est encore très légèrement inférieur. Mais là, on est très près. Alors, dans les travaux, là, on vient de voir des données quantitatives, mais il y a aussi des données qualitatives dans vos travaux, et notamment sur le fait qu'une population se sente bien ou pas, etc. Le ressenti de la population, ce qui donne des indicateurs un petit peu différent. Oui, alors c'est vrai que la qualité de vie ou le fait, comme j'ai dit, quand on fait un diagnostic, le médecin il va interroger son patient, vous venez pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? De la même façon, on va souvent interroger la population sur comment vous vous sentez, est-ce que vous vous déclarez en bonne ou en mauvaise santé ? Donc là, c'est la santé perçue. Alors il y a des données, alors ça c'est pas nous qui les avons produites, ce sont des données de l'enquête EHIS. Mais je reviens toujours à notre mission, c'est de rassembler et de valoriser l'existant. C'est une enquête qui a été réalisée en 2019, où on interrogeait donc les Réunionnais de 15 ans et plus sur leur état de santé. Et c'est vrai qu'on voit que 61%, donc la majorité, se déclarent être en très bon ou bon état de santé. Donc, c'est à mettre en lien avec cette augmentation de l'espérance de vie. Pour autant, on a quand même 39% des personnes qui déclarent avoir une pathologie chronique. Et donc, c'est vrai que cette histoire d'espérance de vie, elle doit être aussi vue avec, notre espérance de vie, elle augmente, mais est-ce qu'on vit en bonne santé ? Ouais. Donc, on parle aussi d'espérance. Il y a des indicateurs qui sont des indicateurs d'espérance de vie en bonne santé. Donc là, augmentation de l'espérance de vie, mais on va mettre un mais sur notre état de santé, des pathologies chroniques. Donc là, 39% des 15 ans et plus qui déclaraient une pathologie chronique. Et bien sûr, ce pourcentage, il va varier en fonction de l'âge. C'est 15% des 15-24 ans qui déclarent avoir une maladie chronique, mais c'est 75% des 65 ans et plus. Donc ça veut dire on vieillit, mais on vieillit avec des pathologies chroniques. Donc ça pose clairement aussi des enjeux, on voit bien les enjeux qui arrivent pour la Réunion. Ouais, et cet état de santé global, donc on a dit
notre santé s'est améliorée à La Réunion, ça se traduit par l'espérance de vie. Pour autant, on a encore des petits clignotants, des petites choses qui montrent que tout n'est pas si bon. En particulier, quand on parle de mortalité globale. Donc, on va se comparer souvent à la moyenne de l'Hexagone, alors à tort ou à raison, et on parle là on va calculer ce qu'on appelle des taux standardisés. Un taux standardisé, c'est un taux qui va tenir compte de l'âge de la population. On comprend bien qu'une population qui est jeune va avoir moins de mortalité, normalement, qu'une population âgée. Donc on se dit, si on avait la même structure d'âge, à La Réunion et là en métropole, quelle serait notre... Ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a une population beaucoup plus jeune à La Réunion. Donc du coup, quand on veut se comparer, il faut qu'on utilise des taux standardisés. Et donc quand on utilise ces taux standardisés, on se rend compte qu'on a une mortalité plus importante. Ce qui traduit plus de pathologies et un plus mauvais état de santé. Et en particulier, un taux de ce qu'on appelle mortalité prématurée. Alors par convention, la mortalité prématurée, c'est la mortalité qui survient avant 65 ans. C'est ce qui est utilisé partout. Et donc, on a à La Réunion une mortalité prématurée. Donc là, si on regarde, c'est un taux qui est calculé pour 100 000 habitants. 200 décès de mortalité, 200 décès avant 65 ans à La Réunion pour 100 000 habitants, contre seulement 170 dans l'Hexagone. Et en particulier, une mortalité pour des pathologies liées à la nutrition ou pathologies métaboliques 2 fois plus importante. Et une surmortalité prématurée masculine aussi très importante. Oui, on voit bien, là, du coup, ça nous donne vraiment ces études donnent vraiment des signaux d'alerte sur ce type de statistiques et d'études. Alors, donc, au niveau des causes de décès, qu'est-ce qu'on a particulièrement à La Réunion ? Alors, les causes de décès, donc on va prendre l'ensemble des décès et on va regarder les causes médicales de décès qui sont rapportées sur les certificats de décès. Donc ça, ce sont des statistiques qui sont fournies par l'INSERM et qui sont exploitées au niveau régional, notamment par les ORS. Donc les principales causes de décès actuellement, respectivement 26 et 25%, ce sont les tumeurs et les maladies de l'appareil circulatoire. Et tout à l'heure, je parlais d'évolution à La Réunion. Dans les années 50, respectivement, ces 2 causes, c'était moins de 10%. Donc on voit bien qu'il y a eu une évolution et des causes de décès qui traduit la transition épidémiologique, c'est-à-dire qu'on est passé dans les années 50 de pathologies qui étaient essentiellement des pathologies infectieuses à des maladies chroniques avec près de 50% des décès qui sont dus au cancer et aux maladies de l'appareil circulatoire à La Réunion. Donc on voit bien là le poids des pathologies chroniques. On retrouve ce classement également dans l'Hexagone et dans l'ensemble des pays développés. Juste une petite précision pour ceux qui ne sont pas spécialistes. Maladies de l'appareil circulatoire, ce sont les cardiovasculaires, voilà, c'est ça. On va avoir tout ce qui va être maladies cardiopathie ischémique, les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, les insuffisances cardiaques. Et je fais un tout petit retour en arrière sur la mortalité infantile. Et c'est vrai que dans les années 50, cette forte mortalité infantile qu'on avait était essentiellement liée aux maladies infectieuses. Et en éradiquant les maladies infectieuses, on a diminué la mortalité infantile. On a aussi augmenté l'espérance de vie d'une façon globale, mais on a maintenant le point important des maladies chroniques qui pèsent dans la vie quotidienne des Réunionnais. D'accord. Alors donc on voit un petit peu cette évolution. Il est peut-être intéressant maintenant de voir comment c'est lié au contexte à la fois démographique et socio-économique. Alors en fait, c'est lié, tout est lié dans le sens où le contexte socio-démographique permet d'interpréter et aussi d'envisager les futurs enjeux de santé. Donc le contexte réunionnais est marqué, bien sûr, alors je pense que ce sont des chiffres qui maintenant sont bien connus par de forts enjeux et de fortes fragilités socio-démographiques. Alors d'abord, les enjeux, ils sont démographiques, donc on a une population qui augmente. Donc une population qui augmente, ça veut dire statistiquement
plus de pathologies, plus de personnes qui vont être malades, entre guillemets. Et donc, le système de santé va devoir s'adapter pour prendre en charge tous ces patients. Mais l'enjeu réunionnais, et je dirais que c'est pour moi un des enjeux majeurs de santé publique qui nous attend, c'est le vieillissement de notre population. Donc, c'est une population jeune. 30% actuellement de la population, c'est 29% en moins de 20 ans. Donc ça veut dire qu'on a des pathologies qui sont liées à la jeunesse. Et on a une forte natalité, donc des enjeux sanitaires liés à la périnatalité. Donc il faut bien s'occuper de tous ces enjeux autour de la naissance. On a dit aussi qu'on a une mortalité infantile qui ne baisse pas. Donc tout ça, c'est des enjeux de santé liés à la jeunesse et au contexte de natalité. Mais on a une population qui vieillit. On a vu, l'espérance de vie, elle augmente, tant mieux. Et qui vieillit avec des pathologies chroniques, on l'a dit. Donc ça veut dire que on va être confronté à une population plus nombreuse, plus âgée, et qui va être porteur de pathologies chroniques, donc qu'il va falloir prendre en charge, plus toutes les pathologies qui peuvent être liées au vieillissement, les enjeux par exemple liés à la maladie d'Alzheimer. Et ce vieillissement de la population réunionnaise, il est très rapide, et ça c'est aussi une de nos spécificités. Oui, on voit bien que là, l'importance des ORS et de leur analyse régionale, on voit bien que là, c'est vraiment une aide à la décision au niveau politique. Ça veut dire que là, on connaît quels sont les enjeux, quelles sont les décisions qui doivent être prises. Tout à fait. Par ailleurs, l'enjeu réunionnais, je dirais quand même peut-être plus que dans d'autres régions de l'Hexagone, c'est la précarité de notre population. Donc c'est pareil, le taux de pauvreté de 36%, le fait qu'on ait moins de diplômés, l'importance des familles monoparentales. Donc tout ce contexte de vulnérabilité sociale pose vraiment l'enjeu de lutte contre les inégalités sociales de santé. Permettre à la population, quel que soit son niveau social, d'avoir accès à la santé et à la prévention. Et sachant aussi que tous ces facteurs de vulnérabilité ont une influence aussi sur la santé des populations. Oui, bien sûr. Alors, on sait aussi qu'on a des particularités qui sont liées à divers facteurs, comme le diabète, par exemple, localement. Oui. Alors, je disais que les ORS travaillent beaucoup sur les spécificités de leur région. Donc, nous travaillons sur le diabète, sur l'observation régionale du diabète, en lien avec, bien sûr, tous les acteurs du champ du diabète à La Réunion. Et c'est vrai que le diabète est une des maladies chroniques la plus fréquente sur l'île. Les données de 2021, donc c'est une enquête réalisée en population générale par Santé publique France. Donc on interrogeait les 18-85 ans et 14% des Réunionnais de 18 à 85 ans déclaraient avoir un diabète connu. C'est 2 fois plus qu'en France hexagonale, avec en plus des spécificités locales. C'est une survenue plus précoce du diabète. Donc le diabète touche des personnes plus jeunes en moyenne à La Réunion et une fréquence qui tend à augmenter. Alors, elle augmente, mais je dirais aussi, on la dépiste beaucoup mieux à La Réunion, puisque c'est une priorité régionale. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce cadre-là. Donc on a aussi à souligner la mobilisation sociale autour de cette thématique. Alors, on va conclure à présent notre entretien. Peut-être avec à nouveau la Constitution, le préambule de la Constitution de l'OMS de 1946. Oui, alors je tenais à afficher cette citation. Donc c'est pareil, une citation dans le préambule de la Constitution qui rappelle que la possession d'un meilleur état de santé est un droit fondamental de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale, et que c'est ce qui mobilise l'ensemble des acteurs, alors je vais parler des observatoires régionaux de la santé, notre engagement dans l'observation de la santé pour pouvoir être... alors, il y a beaucoup de données maintenant sur la santé, mais pouvoir aller à des échelles de plus en plus fines et s'attaquer aux nouveaux enjeux, aux nouvelles priorités. Alors, je ne les ai pas toutes citées. Il y a aussi la santé mentale, les addictions, bien sûr, les violences intrafamiliales.
tous les enjeux liés à la thématique santé-environnement. Et donc, beaucoup de choses restent encore à faire en termes d'observation de la santé. Beaucoup de travail en perspective pour les ORS et l'ORS de La Réunion en particulier. Je vous remercie infiniment de cet entretien passionnant et je vous invite toutes et tous à nous retrouver sur les réseaux sociaux de l'Université numérique de La Réunion, sur les pages Facebook, YouTube et également sur notre site internet unr.univ-réunion.fr. À très bientôt. Au revoir. Thank you.